Tu nous avais parlé d'un projet où tu étais la seule à être TSA, puis c'est toi qui allais charger des objets sensoriels comme ça. C'est quoi ce projet? Comment il s'appelle? Ça, c'est moi-même, j'avais commencé à créer un peu, à mettre en place des idées pour mieux accueillir les personnes neurodivergentes dans ma bibliothèque à moi. Et pendant que j'étais en train de mettre en place toutes ces idées, j'ai un courriel de la Ville de Montréal qui parlait d'un projet pour toutes les bibliothèques, pour évaluer l'accessibilité pour les personnes neurodivergentes en bibliothèque et éventuellement avoir un groupe de discussion sur comment améliorer l'accessibilité. Fait que j'ai rempli ce formulaire-là et j'ai dit dans le formulaire, moi je suis autiste et c'est important pour moi d'avoir une personne autiste parce que c'était centré sur les personnes autistes, fait que c'est important pour moi d'avoir une personne autiste parmi ce groupe de discussion-là. T'étais-tu stressée par rapport au fait que la plupart des gens de ce groupe étaient neurotypiques? Pas vraiment, parce que je suis arrivée avec des connaissances que la plupart des personnes n'avaient pas. Il y avait beaucoup de parents d'enfants autistes. Fait que ça aussi, ça a été très intéressant d'avoir leur perspective. T'as dit qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas le savoir de certaines personnes autistes. Peux-tu me donner un exemple d'information que les gens neurotypiques devraient savoir à propos des autistes? Euh, il n'y a pas une personne autiste pareille que l'autre. Tout le monde est différent. Les difficultés sont changeantes. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de qu'est-ce qu'on a fait la veille, ça dépend de la lumière qui se passe en ce moment, ça dépend de tellement de choses. Puis il faut pas s'attendre à une consistance un peu que si une personne peut aller faire l'épicerie une journée, que peut-être qu'elle ne sera pas capable de le faire l'autre journée. Tu sais. Penses-tu qu'il devrait exister plus de programmes désolé, qui viennent en aide aux autistes? Comprends-tu? Non, je sais pas. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir plus de programmes qui viennent en aide aux autistes? Oui, définitivement. Exemple, est-ce que tu penses qu'un certain programme d'automobile, d'apprenti pour apprendre à conduire? Oui. Moi, j'ai fait mes cours de conduite avec une école bien ordinaire quand que j'étais en secondaire 5, quand j'avais autour de 17-18 ans. Puis, ça m'a appris, j'ai appris à conduire, mais j'ai jamais été autonome face à la conduite. Ça a tout le temps été très stressant. J'ai mon permis d'apprenti, mais je ne pourrais pas aller sur la route, même encore aujourd'hui. Puis j'ai jamais trouvé un programme ou une école qui pourrait m'aider. Fait que je pense que ça serait vraiment le fun d'avoir un programme, d'avoir une école qui dit qui est spécialisée pour les personnes autistes puis qui savent la réalité, les difficultés, puis qui sont capables d'aider dans ça. D'aider, oui. T'as-tu des certaines difficultés à propos de ton apprentissage justement dans la vie adulte, des défis qui sont en lien avec ton autisme? Comme étant, t'avais dit conduire, est-ce que c'était pour toi, t'as dit que tu as commencé à vivre en appartement il y a environ 7 mois. Est-ce que ce changement soudain était difficile ou t'étais un peu moins stressée grâce à ton chum? J'étais beaucoup moins stressée grâce à mon chum parce que ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ça fait 7 ans qu'on vit ensemble. On vivait chez mes parents, fait ensemble. La seule différence, je pense, entre être en appartement que être chez mes parents, c'est que on est responsable de la nourriture de tous les jours. Où est-ce que chez mes parents, ma mère faisait beaucoup à manger, elle faisait l'épicerie et tout. Là, c'est vraiment notre responsabilité. Il y a une sorte de liberté qui vient avec parce qu'on est plus limité aux besoins de mes parents.
on peut s'adapter à ce que nous, on veut. Si on veut manger plus tard une journée, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Fait que ça, c'est autant libérant que dur pour la gestion. Puis, est-ce que c'est justement avec tes routines que ça aide un peu à gérer ce temps-là? Avec mon chum TDAH, c'est un peu dur d'avoir une routine. On y va vraiment un peu jour après jour. On a de la misère à planifier d'avance qu'est-ce qu'on veut. Comme là, j'ai oublié de sortir de la viande pour ce soir. Fait que là, qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. Vous allez vraiment sur le moment présent, genre vous allez au feeling. Ouais. Puis... On y va avec ce qu'on est capable de prévoir. Ouais. Puis est-ce que vous aimez parfois faire des activités ensemble? Ouais. Tout ça, vous êtes social? Ouais. Est-ce que parfois vous faites des sorties ensemble? Genre, partez en vacances, aller rendre une visite, visiter un musée? On aime ça sortir, on aime ça faire des activités. On sort beaucoup avec nos amis aussi. On est allé au restaurant hier soir, c'était bien le fun. On va surtout au restaurant. On aime ça aussi prendre des marches un peu dans le quartier. Donc, tu te considères plus comme social ou introverti? Moi, définitivement introverti. Et puis ton copain, j'imagine qu'il est très social. Très social. Ouais. Vous vous complétez vraiment. Ouais. Fait que je vois, grâce à lui, que tu pousses hors de ta zone de confiance. Est-ce qu'il y a des choses qui te fait apprendre sur la vie, découvrir? Il m'a appris à découvrir la vie, justement. Il m'a appris à essayer des nouveaux aliments. Quand je l'ai rencontré, je pouvais même pas mettre du poivre dans mon assiette parce que j'aimais pas ça, parce que mes parents ont toujours suivi mes limites, puis ils m'ont jamais vraiment forcé à sortir de ces limites-là. Puis lui, il me poussait à découvrir parce que lui, il venait d'une autre famille où est-ce qu'il faisait la nourriture d'une façon différente. Fait que il m'a appris à goûter puis à essayer des nouvelles choses. Alors, on va passer à des questions en rafale. On parle des stéréotypes. On dit souvent que les personnes autistes ne ressentent pas d'émotions. Est-ce que tu es en accord avec ce point de vue? Vraiment pas. Il y a déjà un prof, quand je lui ai parlé que j'étais autiste, elle a répondu « Ah ouais, mais il me semble que tu montres de l'empathie. » Ouais. Puis j'étais comme... Depuis quand les personnes autistes sont pas empathiques? C'est bizarre. Est-ce que tu penses aussi que les femmes et les hommes autistes sont différents? Ou tu penses qu'ils ont tous à peu près le même besoin? Oui, je pense qu'il y a une différence parce que les attentes sociales sont différentes. Je pense que les filles, on a plus tendance à minimaliser nos difficultés, à les cacher puis à ne pas vouloir les montrer. Fait que je pense que ça fait une différence. OK. Puis on dit souvent que les autistes ne sont pas supposés regarder dans les yeux, qu'ils sont juste incapables. Comment, toi, tu vois ça? Est-ce que tu serais capable de regarder dans les yeux ou regarder des autres? Ou... Oui, je te regarde dans les yeux puis j'ai pas de problème. Ça dépend des personnes. Si c'est un inconnu que j'ai jamais parlé, ça, j'ai de la misère. Des fois, même avec une amie, j'ai déjà une amie qui était autiste, puis nos discussions, on était face à face, mais on se parlait. Moi, je regardais de côté, puis elle regardait l'autre bord. Fait qu'on avait une discussion comme tout le monde, puis on se regardait juste pas. Fait que ça dépend. Puis, en tant qu'autiste, penses-tu qu'il y a certains bruits ou choses qui te dérangent, par exemple, justement, le bruit, la lumière, le goût? Penses-tu qu'il y a certaines choses, que c'est tous les autistes qui sont dérangés par ces choses-là? Je pense que tout le monde a leur difficultés propres. Comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas une personne autiste qui est pareille. Puis tout le monde a leur propre difficulté puis leur propre facilité. Fait que une personne peut détester un genre de musique, puis l'autre que c'est la façon qui la calme. Ça dépend de tout le monde. Par façon de parler, t'entends sans doute façon de recharger sa batterie. Toi, tu utilises quel moyen justement pour recharger ta batterie sociale ou juste relaxer? Je
je vais m'isoler beaucoup pour recharger. Pendant mes pauses dîner, depuis toujours, j'essaie de... Quand que j'ai besoin de recharger, je les prends toute seule. Je suis tranquille avec de la musique ou avec une émission de télé. Je dors beaucoup aussi. Quand que j'étais au cégep, je prenais une sieste à tous les jours parce que j'avais besoin de beaucoup de recharge. Encore aujourd'hui, j'ai un coussin à mon bureau, à ma job, où est-ce que je peux prendre une petite sieste de 20 minutes pendant mon heure de dîner si j'en ai besoin. C'est vraiment l'isolement et le sommeil qui est le mieux pour moi. Un autre stéréotype, c'est qu'on dit que tous les autistes s'entendent bien entre elles. Penses-tu que c'est le cas ou que c'est juste un mythe? Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Il y a des personnes qu'on peut moins s'entendre que d'autres, mais j'ai remarqué que mes amis les plus proches, c'est des personnes qui sont autistes. Ouais. Et tantôt, tu disais que tu dormais sur ton coussin pour te calmer. Mm-hmm. As-tu d'autres stratégies qui te permettent de t'apaiser? Une stratégie pour vraiment bien gérer mon énergie, c'est comment que je planifie mes temps, mes vacances et mes jours de congé à ma job. Fait que moi, je déteste prendre une semaine de congé. Si je m'en irais comme en voyage ou quoi que ce soit, ça, j'aurais pas de problème parce que c'est s'en aller, c'est une autre expérience. Mais si ça serait comme passer une semaine à la maison sans vraiment plan de fixe où est-ce qu'on va sortir de la maison ou quoi que ce soit, une semaine passée à la maison à rien faire un peu, ça serait très difficile, déstabilisant. Ça serait très dur de préparer mon départ à la job, donner toutes mes tâches à quelqu'un. Là, les vacances commencent, puis là, je suis libre, puis là, je peux dormir plus tard, puis là, je peux m'endormir plus tard, puis là, mais là, il faut que j'en commence à dormir et à me réveiller à à mon heure routinier, puis là, mais j'ai de la misère parce que j'ai arrêté de faire ça, puis il faut que je retourne travailler, puis il faut que je m'adapte à la vie de la maison, au travail encore, fait que ça, c'est très déstabilisant. Okay. Fait que comment que je gère ça, c'est j'évite ça complètement, puis je prends juste une journée de temps en temps. Des fois, je prends une journée en plein milieu de ma semaine où je m'organise une fin de semaine de 3 jours. Fait que... T'as des stratégies concernant ton travail, mais est-ce que t'as aussi des stratégies concernant le transport ou le public puis tout ça? Le transport, moi, puisque je ne conduis pas, faut que je prenne mon transport en commun pour me rendre à ma job, pour me rendre et retourner. Et ça, c'est très long. Ça me prend 1h30 le matin, 1h30 le soir. Fait que j'ai remarqué que ça m'aide à avoir une transition entre le travail puis la maison. Fait que au lieu de passer du travail à la maison tout de suite, puis de devoir s'occuper de la maison, faire le ménage, n'importe quoi. J'ai vraiment un long temps où est-ce que je peux être isolée, ou être dans ma bulle, écouter la télé sur mon téléphone, lire des livres pendant le chemin. Ça m'aide vraiment à avoir une transition travail-maison. OK. Puis, tu te dis que tu as travaillé. Comment tu as fait pour annoncer à tes coéquipiers que, justement, tu étais TSA? Au début, j'avais peur. Moi, j'ai commencé ce job-là, j'ai été introduite au milieu, j'ai fait un stage pendant mes études. Et pendant mon stage, on m'avait dit que l'emploi était ouvert. Alors moi, j'ai voulu prendre l'emploi, on m'a engagée. Et au début, j'avais vraiment peur de dire que j'étais autiste à cause des réactions des autres. Puis ça, c'était vraiment pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sociales que je n'étais pas habituée. Comme il y a eu un conflit avec un employé qui n'est plus là aujourd'hui. Puis j'étais en train de faire une tâche, je me préparais pour une animation. J'étais très dans ma bulle, focusée à aller porter quelque chose.
Puis il y a l'ancien employé me dit, il s'est fâché, puis il me dit, tu me dis pas bonjour le matin, puis il s'est vraiment fâché beaucoup. Puis moi, c'était comme, mais je t'ai pas vu. Je veux pas te dire bonjour à rien. Fait que ça me l'a créé une grosse crise de panique pour moi. Puis ça m'a poussé, encouragé à dire que j'étais autiste, puis à parler de pourquoi je disais pas nécessairement bonjour à tout le monde le matin. Puis ça a été super bien accueilli. Tout le monde a été très compréhensif. Tout le monde a accepté ça. Puis quand que j'avais des besoins ou quand que j'ai demandé de baisser les lumières d'une section de la bibliothèque parce que c'était trop lumineux puis j'avais besoin d'un peu plus de calme. Ils ont fait venir un électricien, un technicien pour évaluer le niveau de lumière puis jusqu'à combien on avait le droit de baisser la lumière. Okay. Fait que c'est très accueillant. Tu nous as dit que tu faisais un stage, puis c'est quoi vraiment ton parcours scolaire? Quelle étude tu as fait pour te rendre à ton travail? Comme j'ai dit, directement après le secondaire, j'ai fait les cours tremplin. Alors ça, c'était 2 sessions complètes, seulement les cours de base. Et après cette première année-là de cégep, mes parents et moi, on a déménagé. Et j'ai eu la chance d'aller dans d'autres cégeps que je voulais. J'ai choisi le cégep de la Magdeleine, où est-ce que j'ai essayé la technique de la documentation. Puis j'ai découvert ça avec un conseiller... D'orientation? D'orientation, ouais. Merci. Puis on avait fait un test, quel genre d'emploi serait bien. Puis ça, c'était une des réponses qui était arrivée, qui était sortie. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne pas, on va essayer autre chose. Okay. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est à ma dernière année de ma technique. J'ai fait ma technique en 4 ans au lieu de 3. Et j'ai eu une job d'été à la bibliothèque de Candiac, où est-ce que j'ai travaillé avec des enfants. J'ai aidé la bibliothécaire à animer des activités pour enfants. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de fun. C'était très amusant. J'adorais ça. Quand il était temps de choisir des stages, j'ai demandé un stage avec des animations pour enfants. Alors, comment as-tu trouvé cette expérience avec moi? C'était vraiment le fun. J'étais très stressée parce que c'est la première fois que je suis devant une caméra. Mais c'était bien le fun. Ouais, moi aussi, j'ai adoré mon expérience avec toi. Tu étais très amusante à parler avec. Merci. Est-ce que tu aurais des conseils à dire aux gens qui nous regardent? Pour les personnes autistes, c'est vraiment de faire des recherches sur l'autisme pour comprendre les différences. Puis je trouve que ça l'explique beaucoup. Ça l'explique explique les différences, puis ça peut nous aider à mieux nous comprendre. À mieux nous comprendre, oui. Puis à trouver les ressources pour nous aider. Merci. Ouais. Merci d'avoir regardé le balado. Si c'est pas déjà fait, je vous recommande d'aller regarder le premier épisode. C'est vraiment très intéressant et merci d'avoir écouté. Bonjour, ici Jessica Vignola, la fondatrice du balado. Je tenais à souligner le travail exceptionnel de notre animatrice Anaïs. En plus de vivre avec l'autisme, Anaïs compose avec la dyslexie, ce qui peut parfois influencer la mémoire de travail et l'organisation des idées. Malgré le stress et l'imprévisibilité d'une entrevue, elle a su mener une discussion fluide avec brio. Elle a fait preuve d'une grande bienveillance et a eu à cœur le bien-être de son invité tout au long de l'échange. Bravo Anaïs! Un immense merci également à notre invitée Laila. Il faut énormément de courage pour retourner dans son ancienne école secondaire et accepter de partager son histoire avec autant de générosité. Enfin, merci à vous, chers auditeurs. Votre écoute et votre partage est essentiel
et nous aide concrètement à sensibiliser le grand public au spectre de l'autisme. À la prochaine!